Gaspard Schnitzler, bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques. Vous travaillez singulièrement sur les questions de défense et d'armement. Et puis nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre d'une note que vous avez publiée en septembre 2020 sur le modèle français dans le domaine de l'innovation de défense. Note que vous avez publiée avec Jean-Pierre Deveau, président d'Innovstra, mais surtout ancien directeur de la stratégie à la DGA. Et je précise que cette note a été faite dans le cadre du réseau ARES, qui est un réseau de chercheurs européens sur les questions d'industrie de défense, et que cette note est suivie d'autres notes sur le modèle, pour l'instant il me semble, espagnol ou italien, qui sont donc consultables sur le site du réseau ARES. Alors, nous sommes aujourd'hui présents pour échanger sur les enjeux d'innovation de défense, et peut-être faut-il commencer par le commencement, pour singulièrement les non-initiés. Alors, qu'est-ce que l'innovation dans le domaine des équipements militaires aujourd'hui, et quelles sont ses particularités ? Merci beaucoup, tout d'abord de m'avoir invité et puis de me donner cette occasion de présenter un petit peu nos travaux. Je pense qu'il est important de commencer par définir ce qu'est peut-être l'innovation en général avant de définir ce qu'est l'innovation dans le domaine des équipements militaires. On peut définir l'innovation en opposition à la notion d'invention. Donc l'invention, c'est le fait d'imaginer quelque chose de nouveau, alors que l'innovation, c'est plus le fait de rendre nouveau quelque chose d'existant. Et si on reprend les critères de Schumpeter, qui a théorisé l'innovation, on peut dire que l'innovation, c'est le fait d'appliquer de nouvelles idées, soit à des produits, soit à des procédés, à des modes de production, avec pour finalité d'en accroître la valeur ajoutée. Alors que dans le domaine de la défense, la finalité, ce n'est pas tant d'accroître la valeur ajoutée, mais plutôt, je dirais, d'améliorer l'efficacité de l'outil militaire dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire aussi bien améliorer les équipements qu'améliorer l'organisation du ministère, améliorer également la doctrine, donc la façon dont on fait la guerre, et l'enjeu, le double enjeu plutôt, c'est d'une part de maintenir la supériorité des armées, mais également de préserver en fait l'autonomie stratégique. On pourrait résumer donc l'idée d'innovation comme le fait de garder un coup d'avance sur son adversaire. D'accord. Alors, maintenant qu'on a défini, disons, l'innovation générale et puis l'innovation dans le domaine militaire, quelle est la particularité du modèle français dans le domaine de l'innovation ? Qu'est-ce que le modèle innovation français dans le domaine de la défense ? Et puis, d'où est-ce qu'il vient historiquement ? Alors, tout d'abord, j'aimerais peut-être revenir sur une différenciation qu'il faut faire sur les types d'innovation dans le domaine de la défense. On a deux grandes catégories d'innovation. On a d'une part ce qu'on appelle l'innovation planifiée, donc ce qui est en fait aujourd'hui, on peut le dire, la majorité de l'innovation dans le domaine de la défense. Et d'un autre côté, on a l'innovation ouverte, qui est un petit peu, on peut dire, la nouvelle tendance. L'innovation planifiée, qu'est-ce que c'est ? L'innovation planifiée, c'est en fait soutenir le développement de technologies qui sont rattachées à un besoin militaire prévisible. Donc on va dire que c'est l'innovation du temps long, c'est une innovation particulièrement lente, coûteuse, et donc qui n'intéresse pas tant le secteur civil. A l'inverse, l'innovation ouverte, c'est l'innovation du temps court, c'est une innovation qui est centrée sur l'utilisateur et qui consiste à s'approprier des technologies du secteur civil pour les transformer à des fins militaires ou les intégrer dans des programmes d'armement. Et aujourd'hui, en fait, on peut dire que la DGA, donc la Direction générale de l'armement, se concentre essentiellement sur cette innovation planifiée, donc l'innovation du long terme, avec la conduite de grands programmes d'armement qui structurent les armées, alors que l'Agence d'innovation de défense, j'imagine qu'on y reviendra, mais qui a été créée en septembre 2018, elle se concentre sur cette innovation ouverte, donc le fait de capter l'innovation du secteur civil pour la transformer dans la défense. Et j'aimerais ajouter un dernier type d'innovation qui découle un petit peu de l'innovation ouverte, c'est l'innovation participative, qui est méconnue, mais en fait c'est l'innovation qui vient du bas, donc du terrain, des soldats qui, par leur retour d'expérience,
peuvent proposer des améliorations de leur matériel ou de nouvelles idées et on va les financer pour développer ces nouveaux projets avec ce qui s'appelait la mission Innovation Participative qui a été créée en 1988 et qui désormais s'appelle la cellule Innovation Participative. Et depuis cette époque, on a comme ça environ 1400 projets internes aux armées qui ont été développés. Alors, on va revenir sur l'enjeu de capter l'innovation du monde civil, et puis on va également revenir après sur l'AID. Mais peut-être avant de se replonger dans le cas français, est-ce qu'on pourrait peut-être mettre le cas français en perspective, et à la lumière notamment du réseau ARES, est-ce que le système français d'innovation est singulier? Alors, j'aurais tendance à dire que oui, le système français est singulier en Europe. Peut-être qu'il se rapproche d'une certaine façon du système britannique, mais il est singulier pour plusieurs raisons. Du fait d'un héritage historique, celui du général de Gaulle qui a voulu des programmes d'armement qui permettent une certaine autonomie stratégique à la France, en raison de ce qu'est la DGA, la Direction générale de l'armement, qui a été créée à la même époque, donc dans les années 60, justement pour promouvoir cette autonomie stratégique et cette excellence technologique, et qui en fait la particularité d'être composée d'ingénieurs de l'armement, qui sont un corps d'État extrêmement qualifié, et donc on a un système, du fait de cette agence, très centralisé, où la place de l'État dans les programmes d'armement est très importante. Et je dirais que c'est en même temps ce qui en fait sa force et sa faiblesse. Sa force, d'une part, parce qu'on a une réelle expertise de la DGA qui permet de garantir une cohérence des programmes d'ensemble, mais en même temps également sa faiblesse parce que on a une certaine rigidité du fait du poids de la machine administrative et parfois peut-être une homogénéité de la pensée parce que tous ces ingénieurs qui composent la DGA ont fait sortent des mêmes écoles, irriguent le milieu de l'industrie de l'armement, donc les grands groupes industriels, et donc ce n'est pas forcément une pensée qui est très favorable à, peut-être on peut dire, la disruption, ou en tout cas le fait de penser différemment et de sortir du cadre. Donc en cela, je dirais que le modèle français est unique en Europe. Après, bien évidemment, il y a d'autres agences d'innovation de défense qui ont vu le jour ces dernières années, un petit peu sur l'exemple du modèle de l'agence d'innovation de défense. On a par exemple au Royaume-Uni la DASA, donc qui est le Defense and Security Accelerator. On a en Allemagne le Cyber Innovation Hub qui a été créé. Et en fait, tout ça s'inspire un petit peu du modèle américain et de la tendance de ces dernières années de vouloir capter cette innovation ouverte. En revanche, ce n'est pas le cas de tous les pays. Justement, si vous lisez les notes qu'on a pu publier avec ARES sur les différents modèles d'innovation de défense, on se rend vite compte que ce soit en Espagne ou en Italie, qui sont quand même des puissances industrielles dans le secteur de la défense, eh bien on n'a pas du tout ce type d'agence d'innovation de défense, du moins pour le moment. Et peut-être un dernier point que j'aimerais aborder, qui fait la spécificité du système français, c'est les budgets qui sont accordés à la recherche et au développement. En France, on accorde environ 5 milliards d'euros par an à la R&D dans le domaine de la défense, ce qui en fait le pays en Europe qui investit le plus dans sa R&D de défense, loin devant par exemple l'Allemagne qui investit environ 1 milliard d'euros par an dans sa R&D de défense. La différence, c'est peut-être que dans d'autres pays européens, les acteurs privés ont plus tendance à financer l'innovation. Et après, évidemment, tout ça est à mettre en perspective et à relativiser si on compare le budget qui est accordé, par exemple, aux États-Unis à la R&D de défense, qui s'élève à environ 18 milliards de dollars. Alors, vous avez évoqué les forces et les faiblesses du système français. Vous avez aussi évoqué que dans d'autres pays, il y a des acteurs privés qui peuvent avoir un rôle plus important. Donc tout ça, ça nous amène peut-être à souligner l'idée que les logiques d'innovation ont un petit peu changé, avec notamment un rôle plus important du monde civil.
Est-ce que vous pourriez expliquer les conséquences de ce changement dans l'innovation de défense? Oui, bien sûr, vous avez raison. Alors, tout à fait, on a pu observer une influence grandissante du secteur civil sur le secteur de la défense et sur l'innovation, qui est due notamment au développement du numérique, qui a accéléré les processus d'innovation. Pour vous donner un exemple, je trouve qui est assez illustratif de ce phénomène, c'est les drones. Les drones, qui à l'origine étaient une innovation qui vient du secteur de la défense et qui s'est développée de façon exponentielle et extrêmement rapide dans le secteur civil, qui a fait chuter le coût de ce que représente un drone aujourd'hui et qui a permis par exemple à des acteurs non étatiques, comme des groupes terroristes, de s'approprier ces technologies et de les transformer à des fins militaires. Et on a vu de cette façon, par exemple, Daesh commettre des attaques suicides sur des forces spéciales en Irak ou en Syrie à l'aide de ces drones qu'ils avaient modifiés. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de bousculement des équilibres, d'inversion du rapport de force du fait de cette innovation venue du secteur civil. Comment l'expliquer? Elle s'explique de deux façons. Je dirais la première, c'est l'agilité qui caractérise le secteur civil par rapport au secteur de la défense. On l'a déjà mentionné, mais où les procédures sont quand même extrêmement lourdes et longues, ce que l'on peut comprendre vu les enjeux sécuritaires qu'il y a derrière ces programmes. Donc on a cette agilité du secteur civil qui lui permet d'innover beaucoup plus rapidement. Et puis on a aussi les moyens financiers conséquents des entreprises privées qui investissent énormément dans leur R&D. Et donc on arrive à cette tendance où, alors qu'avant c'était le secteur de la défense qui irriguait le secteur civil, avec des innovations bien connues qui venaient de la défense, par exemple Internet, qui à l'origine était ARPANET, mais également le micro-ondes ou le GPS que tout le monde utilise aujourd'hui. Et maintenant, on a de plus en plus cette tendance où c'est l'innovation du secteur civil qui vient irriguer la défense avec, par exemple, des soldats qui utilisent leur smartphone en opération et, par exemple, Google Maps pour s'orienter, ce qui n'est pas forcément très recommandé en termes de sécurité, mais voilà, qui prouve qu'en fait, l'innovation civile est beaucoup plus rapide et donc parfois le matériel qu'on peut avoir dans les armées se retrouve obsolète parce que c'est des programmes qui sont pensés sur des dizaines d'années pour durer plusieurs dizaines d'années également. Alors, avant de rebondir sur ce point finalement de l'accélération des cycles entraînés par l'innovation civile et plutôt de l'adaptation du secteur français là-dessus, c'est vrai que sur les drones, il y a un autre cas très illustratif actuellement, c'est le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On voit que l'Azerbaïdjan utilise à grande échelle les drones kamikazes. Donc c'est un autre exemple du fait que les logiques changent. Alors, donc, on vient d'évoquer le fait que les logiques changent et que le monde civil a un rôle plus important. Comment est-ce que le système français s'adapte ou essaie de s'adapter? On sait qu'il y a eu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la création de l'Agence Innovation de Défense. Il y a aussi, si je me trompe, l'instruction ministérielle 16-18. Donc, comment est-ce que l'écosystème français militaire tente de s'adapter? Et est-ce qu'on peut déjà tirer des premières conséquences de ces tentatives d'adaptation? Oui, alors tout à fait, le système français tente de s'adapter. Alors déjà, l'innovation a été placée au cœur des priorités du gouvernement actuel et on le voit, l'innovation est l'un des piliers de la transformation actuelle du ministère des Armées. On a encore récemment la ministre des Armées, Florence Parly, qui a présenté, je crois en septembre dernier, la stratégie innovation du ministère des Armées. On retrouve la notion d'innovation comme une priorité, que ce soit dans la revue stratégique de 2017, mais également dans la loi de programmation militaire de 2019-2015. Et on a déjà un certain nombre d'aboutissements ou d'avancées significatives qui illustrent ce changement de tendance. Je pense que l'exemple principal, c'est la création justement de cette agence d'innovation de défense dont on a déjà parlé, qui a été créée en 2018 et qui joue en quelque sorte un rôle de chef d'orchestre qui fédère les initiatives d'innovation. On a également, donc vous l'avez mentionné, l'instruction ministérielle sur les opérations d'armement qui vient, on va dire, apporter de l'agilité dans les processus d'armement qui sont des procédures quand même longues et lourdes. Donc là, les enjeux, c'est réduire le temps de contractualisation,
réduire les délais de paiement pour les entreprises, réduire la complexité des opérations d'armement, parce que tout ça, c'est des freins à l'innovation. Une entreprise de petite taille, enfin une start-up ou une PME, n'a pas forcément les liquidités nécessaires pour pouvoir se permettre d'être payé après des mois, voire des années, ce qui peut se produire parfois. Et donc on a besoin de cette agilité. On a également besoin de davantage de financement. Donc il y a des fonds qui ont été créés. On a le fonds DEF Invest, donc qui est alimenté à hauteur de 100 millions d'euros, donc qui est à destination des PME du secteur de la défense, mais pas seulement, enfin dual, donc civil et militaire à la fois. On a également le fonds DEFINOV, qui a été annoncé en septembre, en même temps que cette stratégie innovation, et qui devrait voir le jour à la fin de l'année, qui lui est, il me semble, alimenté à hauteur de 200 millions d'euros. On a une plus grande réactivité grâce à cette agence d'innovation de défense. On a pu le voir là au moment du début de toute cette situation de pandémie où l'agence d'innovation de défense a lancé des appels à projets pour que les entreprises puissent proposer des solutions innovantes qui puissent être rapidement mises en œuvre. Peut-être une dernière chose dans tous ces changements, c'est l'introduction du document d'orientation de l'innovation de défense, donc le DOID, dont le premier exemplaire a été publié en 2019 et qui en fait fixe les priorités et les objectifs en matière d'innovation et qui est mis à jour chaque année. Donc vous avez une nouvelle version qui a été publiée récemment, avec des priorités sur des technologies type intelligence artificielle, le cyber, les armes à énergie dirigée. Voilà, tout ce type de nouveaux armements. Sur le bilan qu'on peut en tirer et sur les limites, on va dire, de ces réformes, bon, tout d'abord, l'Agence d'innovation de défense est assez récente. Elle n'a que 3 ans, là où par exemple la DARPA, donc l'équivalent américain, a été créée en 1958. Donc il faut laisser le temps au temps et je pense qu'il faudra un certain nombre d'années pour pouvoir observer les effets de cette réforme. Néanmoins, aujourd'hui, on peut déjà analyser un certain nombre de choses. C'est que, notamment, je dirais que le plus gros frein à l'innovation et à toute cette réforme en cours, c'est la peur du risque, en fait. C'est qu'on n'a pas une culture du risque, comme peuvent l'avoir les Américains, qui vont financer 10 projets, et s'il y en a 1 sur 10 qui réussit, eh bien, c'est un succès. Eh bien, en France, on n'a pas forcément cet état d'esprit, ce qui peut se comprendre, parce qu'il s'agit quand même d'argent public, donc on peut comprendre qu'on ne veuille pas utiliser de l'argent qui à la fin n'aboutisse pas. Mais le problème, c'est que l'innovation, ce n'est pas toujours un succès à la clé, et donc on est obligé de prendre des risques, en tout cas des risques maîtrisés, pour atteindre des objectifs. Donc ça, je dirais que c'est un point qui va devoir évoluer, donc cette aversion au risque. Un autre point, c'est le besoin d'ouverture de l'Agence d'innovation de défense, car aujourd'hui elle est quand même essentiellement composée de personnel de la DGA, donc d'ingénieurs de l'armement, et si on veut créer une nouvelle pensée, avoir de nouvelles idées, peut-être qu'il serait bien de faire venir aussi des personnalités, enfin des personnes issues du monde civil, donc que ce soit du monde académique, que ce soit d'entreprises privées, qui apportent cette nouvelle pensée. Et pour conclure, peut-être un dernier point qui me paraît essentiel, c'est l'enjeu de l'intégration de cette innovation au sein de grands programmes d'armement. Et aujourd'hui, on a le risque en fait que l'Agence d'innovation de défense développe de l'innovation qui finalement ne soit jamais intégrée dans des grands programmes d'armement structurel. Et donc, c'est tout l'enjeu de la logique incrémentale. Donc, de penser les programmes d'armement de façon modulaire pour que tout au long de leur vie, du cycle de vie de ces programmes, on puisse intégrer de l'innovation pour que ces programmes évoluent et ne soient pas obsolètes. Et je dirais que ça, c'est le principal enjeu des prochaines années. Alors, vous avez évoqué le document d'orientation de l'innovation de défense, qui depuis la rentrée, du coup, s'appelle le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense. Donc, on est passé du DOID au droïde. On reconnaît bien le côté facétieux d'Emmanuel Kiva, le directeur de l'Agence d'innovation de défense.
Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Donc, si j'en devais en retenir peut-être une chose, c'est que certes, ça s'accélère et donc il faut faire attention au temps court, mais je crois que les résultats vont peut-être payer sur le temps long. Donc, on se reverra peut-être dans quelques années pour tirer les conclusions de tous ces mouvements. Merci beaucoup. Volontiers, merci beaucoup.